Bonjour à tous. Donc, nous allons passer maintenant à la villa de la Grande Chaberte. Et c'est bien sûr un grand honneur de venir présenter ces recherches au Collège de France. Et je remercie le professeur Jean-Pierre Brun de cette invitation. Alors, comme Jean-Pierre Brun vient de vous le rappeler, le site que je vais présenter fait partie d'un groupe de 4 villas situées à l'est du port romain de Tello-Marcius. On sait ou on suppose fortement que ces domaines agricoles étaient équipés de moulins hydrauliques. Donc, dans un premier temps, je présenterai rapidement l'évolution de la villa et de ses productions vinicoles et oléicoles, puis je décrirai en détail le moulin à eau. Au second trimestre 2013, l'aménagement d'une vaste parcelle de 28 000 m², destinée à devenir une zone d'activité commerciale, a nécessité la réalisation d'une opération d'archéologie préventive menée par le Centre archéologique du Var. Cette fouille vient enrichir nos connaissances sur l'exploitation des campagnes à proximité du port antique de Toulon, donc Tello-Marcius. Ces recherches, qui ont fait suite à un diagnostic réalisé par l'INRAP en 2011, ont permis d'étudier les vestiges de la partie productive d'une villa romaine et notamment d'en observer les aménagements périphériques grâce à un décapage extensif. Au sud de la partie fouillée l'année dernière, des vestiges romains avaient été identifiés dans les années 1970 avant d'être détruits par la construction de l'autoroute A57 et d'une zone industrielle. Cependant, il reste délicat de savoir si ces deux sites faisaient partie d'un même ensemble, la partie détruite correspondant à la zone résidentielle de la villa, ou si deux domaines étaient voisins. Le site fouillé se trouve entre l'autoroute A57 et la route nationale 97, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. La villa était installée en contrebas du mont Coudon, au pied de la colline de Pierre-Ascas et dans la plaine qui s'étend de la Valette à la Crau. La villa se trouvait à l'est du cours d'eau du Réganas, qui devait fournir l'eau nécessaire aux différents équipements au moyen d'un aqueduc dont il ne reste aucun élément mais qui était nécessaire pour alimenter le moulin. La fouille du site a mis au jour plus de 3500 m² de bâtiments appartenant à la pars fructuaria d'une villa productrice de vin et d'huile d'olive, et des structures périphériques ont pu être identifiées comme un chemin domanial rejoignant probablement un axe routier, un moulin hydraulique et une installation métallurgique temporaire. 2 groupes de tombes comptant 42 sépultures ont été fouillés et des blocs architecturaux appartenant à un mausolée dont l'emplacement reste inconnu ont aussi été découverts lors du diagnostic. Donc ici, vous voyez les vestiges de la villa, tout état confondu, le chemin qui a été suivi sur l'ensemble du site et qui devait rejoindre une voie plus importante ici, un pôle de nécropole de chaque côté ici et un autre ici avec quelques-unes qui restaient de ce côté-là. Et ici, vous avez bien sûr le moulin hydraulique sur lequel on s'attardera un petit peu plus. Le chemin domanial a été suivi sur l'ensemble du site. Il passe à l'ouest des bâtiments de production et descend au sud jusqu'en bordure de fouille avant d'effectuer un virage vers l'ouest et de passer au sud du moulin hydraulique. Ce chemin rejoint très probablement la voie romaine reliant Forum Voconi à Tello-Marcius et intéresse donc les problématiques concernant les origines antiques de la route nationale 97. Ce long tronçon de chemin, de par ses directions, apporte aussi des informations sur les différentes orientations cadastrales des villas proches de Tello-Marcius. Les quelques éléments datant cet axe de circulation renvoient à une installation dans le courant du 1er siècle, antérieurement à la construction du moulin hydraulique. Les sépultures étaient installées de part et d'autre du chemin en 2 zones principales. Et donc là, vous avez le moulin hydraulique et la voie qui passait ici, le long, donc au sud du moulin. L'analyse de la stratigraphie, la répartition des structures dans l'espace et leur orientation, ainsi que les données chronologiques issues des ensembles mobiliers trouvés dans les couches archéologiques, ont permis de scander l'évolution de la partie bâtie de la villa en 4 grandes phases qui s'étendent du début du 1er siècle au 5e, 6e siècle de notre ère. Les 3 premières phases d'occupation témoignent d'une augmentation continue de l'appareil de production, rythmée par une série d'aménagements et une importante restructuration jusqu'au courant du IVe siècle. À l'inverse, la dernière phase témoigne de l'abandon des activités antérieures au profit d'une occupation de nature mal définie, a priori peu étendue dans l'espace et traduite par la présence de grandes fosses remplies de déchets. Les traces d'un premier établissement ont été datées du début du 1er siècle de notre ère. Il présente un plan rectangulaire orienté est-ouest, organisé autour d'une cour centrale.
Les bâtiments couvrent alors une surface de 2400 m². Ils sont bordés au nord et à l'ouest par 2 grands fossés drainants qui protègent les murs du ruissellement. Au centre de la cour, un puits est creusé et son utilisation, précisément datée par le mobilier céramique de son comblement, comme nous allons le voir plus tard, s'étend jusqu'à la fin du 1er siècle. Donc vous avez ce premier état de la villa qui s'organise autour d'une cour centrale. Alors les vestiges ici sont très arasés par les états postérieurs et on a ici une production d'huile avérée et une production de vin, comme nous allons le voir. Outre le puits, 2 paires de cuves sont associées à cet état. La double cuve au nord, dont les analyses biochimiques réalisées par le laboratoire Nicolas Garnier font état de la présence d'acides gras caractéristiques de l'huile d'olive. L'ensemble se compose de 2 cuves de formes différentes, une petite cuve carrée et une cuve en L, qui est dotée d'une marche d'accès. Leur contenance totale devait avoisiner les 25 hectolitres. C'est cette petite partie-là qui est la marche qui permettait d'accéder au bassin un peu plus grand, qui est juste ici. À l'ouest de la villa, un autre ensemble lié à la production de vin a été observé. Il est composé d'une paire de cuves jumelles dont la contenance totale devait avoisiner 70 hectolitres. Outre leur forme caractéristique et leur capacité volumétrique élevée, l'emplacement de ces cuves à proximité d'un chai qui est archéologiquement attesté pour les états postérieurs permet de les identifier comme des réceptacles destinés au mou ou au jus de raisin après foulage et pressurage. Selon toute vraisemblance, une production mixte de vin et d'huile d'olive est donc attestée sur le site au cours du premier état d'occupation. Le fait semble conforté par la découverte de grandes quantités de pépins de raisin et de noyaux d'olive au fond du puits. La partie supérieure du comblement a livré de nombreux fragments de dahlia qui témoignent indirectement en faveur de l'existence d'un chai au cours de cette première phase. La présence d'autres fragments de dahlia dans les murs du second état vient aussi renforcer ce fait. Donc ici, vous avez une coupe de ce puits dont le premier mètre est vraiment bâti et après, on est dans le niveau naturel pour le reste du creusement. Outre des renseignements sur la nature de la production agricole du domaine, le riche comblement du puits a permis de mettre en lumière une partie de l'activité artisanale de la villa. La présence de la nappe phréatique a en effet favorisé la conservation du bois. Signalons notamment la découverte de 2 éléments sans doute liés aux activités de vannerie et de menuiserie. Donc vous avez en bas un peu de matériel qui a été découvert au fond du puits. Et en haut à droite, sur la diapositive, ce sont les pépins de raisin, les noyaux d'olive et les quelques éléments végétaux qui ont pu être conservés grâce à la nappe phréatique. Le second état de la villa succède à l'abandon du puits. Il se traduit par un agrandissement et un développement significatif des installations productives. L'ensemble bâti est à présent compris dans un vaste rectangle de près de 3500 m². La cour autour de laquelle s'organisent les bâtiments fonctionnels est restructurée. Elle bénéficie de l'édification d'un grand bassin de 10,8 m sur 3,6 m qui permet de répondre aux besoins en eau en remplacement du puits. On voit ici l'installation de ce grand bassin en remplacement du puits qui est comblé et qui n'est donc plus utilisé. Le réservoir était sans doute alimenté par un aqueduc dont les traces ne nous sont pas parvenues. Les bâtiments périphériques profitent également de la vague de restructuration. La partie nord-est est réaménagée avec des sols en béton de Tuileaux, dans au moins 4 pièces accolées, dont une pourvue d'une grande cuve entièrement conservée d'une capacité de 74 hectolitres. Les sols emmortés de Tuileaux démontrent la volonté de créer un espace protégé de toute humidité. Et étant donné la quasi-absence de vestiges liés à une occupation résidentielle sur le site, leur vocation comme espace de stockage de denrées agricoles est envisagée. Donc vous aviez ici cette pièce-là, celle-ci et la grande ici, avec le fameux bassin le mieux conservé du site sur 80 cm, qui sont construits avec des sols en béton de Tuileaux et donc qui devaient être des espaces de stockage. De l'autre côté de l'exploitation, un chai est construit et agrandi, succédant très probablement à celui du premier état. Avec la modification des modalités d'approvisionnement en eau, l'augmentation des capacités de vinification est une caractéristique de cet état.
La construction du nouveau chai nécessite le détournement du fossé nord qui protège à présent la nouvelle extension du bâtiment. Le plan du chai reste imprécis car la partie ouest de la zone a été très abîmée par les labours et on peut quand même aisément avancer des formes canoniques observées sur de nombreux autres sites, donc en L ou en U. Donc ici, bien restitué, on a la forme en L, mais quelques structures nous permettent peut-être d'avoir une forme en U inversée, donc comme ça sur le chai. Le chai, dans son état de conservation lacunaire, occupe une superficie de 320 mètres carrés. Il abrite 41 fosses d'implantation de dolias, dont 9 fonds sont encore en place. Le terme de dolium, dolia au pluriel, désigne de grandes jarres de terre cuite pouvant contenir entre 15 et 20 hectolitres qui étaient enterrés dans le sol afin de servir de cuve de fermentation de vin. D'après l'ensemble de ces aménagements et les études de rendement qui ont été effectuées, nous observons que les 2e et 3e siècles correspondent à une période de production florissante. Ainsi, à la fin du 1er siècle ou au début du second, l'arrivée d'un canal d'aqueduc permet la construction d'un grand bassin réservoir d'eau au centre de l'exploitation, en même temps sans doute que l'édification du moulin hydraulique au sud du site. Ce développement très favorable de l'approvisionnement en eau est par ailleurs accompagné de l'accroissement de la surface viticole et d'une extension très significative des capacités de stockage. L'eau en abondance était en effet nécessaire pour nettoyer les pressoirs et les chais, les huileries, pour alimenter le moulin à eau et pour abreuver les bêtes, notamment les bœufs de labour. Au début du IVe siècle, le 3e état de la villa correspond aussi à de grands remaniements, marqués notamment par une reconversion du chai et de ses modalités de stockage. Le chai est alors réaménagé et les dolias sont récupérés, en dehors de quelques individus qui ont dû être brisés lors de cette étape et dont les fosses sont remblayées. Les remblais comblant les fosses de récupération ont livré des céramiques dont la période de production ne dépasse pas la fin du IIIe siècle. Dès lors, le chai agrandi ne présente plus aucun dolium, mais dans l'aile est, 2 nouveaux bassins sont construits, probablement en remplacement de ceux de l'état 2. Au sud de ces bassins, l'espace aménagé devait correspondre au lieu de foulage et de pressurage. Cet espace devait être surélevé par rapport au niveau de circulation du chai et des 2 bassins juste au nord afin de permettre à ces derniers de recevoir le jus de raisin issu des opérations de pressage. Donc, dans cet état, on a ici un agrandissement du chai, notamment la largeur ici, la construction de ces bassins et ici de cet espace donc de pressoir et foulage, donc qui était légèrement surélevé afin de permettre au jus de descendre facilement dans les 2 bassins qui sont juste en dessous. Lors de cet état, une production et une surface de stockage importantes sont attestées, mais aucune structure de stockage n'a été identifiée en dehors de 2 petits bassins qui sont installés dans l'aile nord du chai. C'est ceux que vous voyez à l'écran entourés en rouge. Nous sommes donc en présence d'une villa qui continue de produire du vin en grande quantité et dont le stockage ne se fait plus en dolium mais en tonneaux ou en foudre de bois. Cela a pu être mis en évidence sur d'autres sites, comme lors de récentes découvertes archéologiques qui attestent de ce changement de vaisseau vinaire. Les petits bassins servaient probablement à récupérer le vin en cas de fuite ou de rupture d'un tonneau. Ce système a pu être mis en évidence dans certaines villas, et notamment celle de la Haute-Sarrazine à Cognac, celle des Minimes à La Rochelle que je vous présente ici, ou celle de la Gramière sur le territoire de Nîmes, fouillée par Loïc Buffat. Ici, vous avez les rangées de tonneaux et aux extrémités, ici et là, ces petits bassins qui étaient probablement destinés à récupérer le vin qui s'échappait des tonneaux. Sur le site de la villa de la Gramière, d'importantes installations de production sont installées dans le courant du IVe siècle, mais on note l'absence de dolia dans les espaces de stockage. Pour les fouilleurs, il s'agit sans aucun doute de stockage en tonneaux ou en foudre. L'autre point intéressant de cette fouille réside dans la durée de production du vin. En effet, bien que les premiers bassins soient comblés dans le courant du Ve siècle, d'autres bassins sont construits et l'activité perdurerait jusque dans la moitié du VIe siècle, voire du début du VIIe siècle. Un autre site a récemment livré d'importantes informations concernant la modification des modalités de stockage, passant d'un chai à dolia à un chai à foudre. Il s'agit de la fouille de la Maladrerie dans la Drôme, effectuée par Ludovic Leroy de la société Mosaïque Archéologie.
Sur ce site, un premier état du chai présente un stockage en dolia datant du Haut-Empire. Puis un second état du chai après récupération des dolias et l'abaissement du niveau de sol correspond à l'installation des conteneurs en bois. Si vous avez le premier état du chai avec les fosses qui étaient destinées à recevoir ces grandes jarres, les dolias, et ici le deuxième état où tout est remblayé et on voit ces structures qui correspondent à ces installations-là. Donc cette hypothèse se justifie grâce à la conservation des sols et la présence de structures bâties installées à intervalles réguliers, utilisées comme des supports de madriers, portant eux-mêmes les foudres ou les tonneaux placés côte à côte. Ce chai mis en place à la fin du IIe ou au début du IIIe siècle a été abandonné dans le courant du IVe siècle. Donc on voit ici les bases dont je vous parlais tout à l'heure, qui en fait sont destinées à recevoir les madriers sur lesquels étaient posés les tonneaux ou les foudres qui sont un peu plus importants. Dans la villa de la Grande Chaberte, à l'est du chai, un autre remaniement important réside dans l'installation de 5 bassins alignés qui dateraient du IVe siècle. Ces bassins, alternant entre petits et grands gabarits, interviennent après l'abandon de 2 bassins liés à la production d'huile d'olive. Il s'agirait d'une seconde unité de pressage liée au levain, venant renforcer la production et justifiant donc l'agrandissement du chai et surtout l'existence de conteneurs en matériaux périssables. Le dernier état de la villa date des 5e et 6e siècles. Il est marqué par l'abandon de l'ensemble des bassins de production et du grand bassin de stockage d'eau dans la première moitié du 5e siècle. Le chai ne semble plus remplir ses fonctions de stockage car il est recoupé par une installation bâtie dans l'angle nord-ouest et par des fosses dans l'aile est. Donc le chai que nous connaissions dans l'état précédent est recoupé par une installation ici très abîmée mais dont on reconnaît les structures du 5e siècle et par toutes ces fosses en jaune que vous voyez ici à l'intérieur des bâtiments ou vraiment de manière périphérique autour de l'établissement. Cet état tardif est principalement représenté par un grand nombre de fosses et par quelques structures bâties. La majorité des fosses sont périphériques à la villa de l'état précédent, mais on en retrouve tout de même à l'intérieur des bâtiments. Certaines d'entre elles semblent respecter les structures bâties, notamment dans le chai, ce qui laisse penser que des bâtiments étaient encore en place et habitables. Le comblement de ces fosses présente un grand nombre de rejets de céramique et d'os datant des 5e et 6e siècles. Les espaces bâtis appartenant à cette dernière phase se situent à l'ouest de la villa et se présentent sous la forme de quelques murs et petits bassins dont aucun niveau de circulation n'a été conservé. Cependant, bien que quelques bassins plus petits datent de cet état, la production et le stockage du vin n'est plus avéré. En effet, les analyses biochimiques de quelques bassins ne mettent pas en évidence la présence de vin, mais plutôt d'huile d'olive. Alors nous allons passer maintenant au moulin hydraulique, plus en détail. Donc dans la partie sud du site, le long du chemin, un moulin hydraulique daté de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle a été fouillé. Son bon état de conservation est dû à son profond encaissement. Il se présente sous la forme d'un rectangle ouvert sur son côté est, permettant l'accès au bâtiment. Vous avez ce moulin hydraulique donc, qui est ouvert du côté est ici, avec, on le verra, une arrivée d'eau ici, le coursier dans lequel tournait la roue, et le fossé d'évacuation qui part le long du chemin ici. L'ensemble mesure 4,40 m sur près de 4,50 m et seul le mur nord est un peu plus grand avec 5,60 m, créant ainsi une surface de 20 à 25 m². Il était alimenté par un aqueduc venant du nord qui devait amener l'eau du Réganas. Aucune trace de cet aqueduc n'a pu être observée du fait de l'arasement des vestiges, mais nous verrons que la localisation du moulin à cet emplacement n'est pas anodine. Le moulin se compose d'un coursier de 3,20 m sur 70 cm, dans lequel tournait une roue à godet, et directement à l'est se trouve le puits d'engrenage, mesurant 2,60 m sur 1,10 m. À l'extrémité est, le négatif d'une structure quadrangulaire d'environ 1,20 m de côté a été identifié et pourrait être la trace d'un bloc de pierre dont la fonction est très probablement liée au plancher du moulin. Donc ici, vous avez un négatif qui est probablement un bloc
assez important d'1,20 m de côté et qui a dû être récupéré et que nous n'avons pas retrouvé lors de la fouille. Seuls des tégulés posés à plat témoignent du canal d'amenée d'eau venant du nord. Ce canal est situé entre le coursier et le mur nord du moulin, où devait déboucher l'aqueduc. Il mesure 1,90 m de longueur sur 25 cm de largeur et débouche sur la moitié est du coursier. Cette position décentrée permet de proposer une largeur probable de la roue à godet autour de 30 cm. La position de la roue laissait un espace libre côté ouest qui pouvait peut-être permettre le passage d'une personne assurant la maintenance du coursier et de la roue. Donc vous le voyez bien ici, le canal d'amenée est très légèrement décentré vers le côté est du moulin, laissant ici peut-être un espace afin que quelqu'un puisse entretenir le moulin ou le débloquer si jamais il y avait un souci technique. Le coursier est conservé sur un maximum d'1,80 m de hauteur et c'est dans cet espace que tournait une roue verticale à godet alimentée à l'épaule. La présence d'épais dépôts de calcite sur les parois témoigne de l'activité du moulin durant plusieurs décennies. L'évacuation de l'eau du coursier se faisait dans l'angle sud-ouest par un canal de fuite débouchant dans un fossé filant vers l'ouest parallèlement au chemin du domaine et rejoignant peut-être le cours du Réganas. Donc ici vous avez le coursier avec, comme vous le voyez ici, cet épais dépôt de calcite qui se dépose lorsque l'eau est brassée par la roue à l'intérieur du coursier. Ici, vous avez l'évacuation à l'intérieur du coursier, donc dans l'angle sud-ouest de l'édifice, et la sortie donc à l'extérieur qui se jette dans le canal de fuite dont je vous parlais tout à l'heure. À l'est du coursier se trouve le puits d'engrenage de presque 2 mètres carrés, à l'intérieur duquel la rotation horizontale entraînée par la roue était transformée en rotation verticale à l'aide d'un système d'engrenage, un rouet et une lanterne, comme nous le verrons plus loin. Le reste de la pièce, au nord et à l'est de cette petite pièce semi-enterrée, était très arasée et aucune autre structure n'a pu être observée. La fouille des niveaux de fondation du moulin, principalement observée dans la salle d'engrenage, révèle que le moulin a été construit vers la fin du 1er ou au début du 2e siècle. Cela coïncide avec les aménagements de l'état 2, caractérisés par le grand bassin, qui nécessitait lui aussi la construction d'un aqueduc. Un même ouvrage hydraulique a probablement alimenté ces divers équipements. Donc voilà ce puits d'engrenage, et ici sur la diapositive, cette partie-là contre le mur, ce sont les niveaux de fondation qui nous ont notamment permis de dater l'installation du moulin. Avant d'aller plus loin dans le fonctionnement du moulin, observons rapidement la superposition des différents comblements. Sur l'ensemble de la zone, 2 niveaux de remblais, faits de terre et de pierre, viennent sceller l'édifice après sa destruction et son abandon. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, ces niveaux sont très visibles et reposent sur des tuiles provenant de l'effondrement de la toiture du moulin. Donc ici, ça se voit très bien dans la coupe du coursier. On a un premier niveau de pierre, ici, un niveau de terre et le niveau de tuiles qu'on verra un peu plus en détail par la suite. De plus, vous pouvez observer que la fouille s'est déroulée dans des conditions particulières puisqu'il a fallu installer des systèmes de pompage afin de pouvoir fouiller l'édifice. Donc vous voyez en haut à droite sur la diapositive que le moulin était quand même relativement inondé, notamment en cette période d'intempéries. J'insiste rapidement sur ce point car même quelques jours après les intempéries, le niveau de l'eau ne changeait pas. Afin d'assécher la zone, il a donc fallu creuser un puisard en amont du moulin pour en capter l'eau. Cette tranchée profonde nous a permis de nous rendre compte que le moulin était construit dans l'axe d'un paléochenal qui devait encore drainer de l'eau en surface avant la construction du bâtiment. Donc ici, ce puisard que l'on a agrandi par la suite avec une grande tranchée qui nous a permis de voir, sur la diapo suivante, l'installation donc, du moulin. Ici, vous avez le mur nord du moulin dans ce paléochenal qui a subi différents états. L'aqueduc qui amenait l'eau au moulin devait capter ce ruisseau en amont et ainsi permettre l'installation du bâtiment sans risque. De plus, l'édifice étant profondément fondé, il est plus facile de creuser dans les limons du paléochenal plutôt que directement dans le substrat très induré. Alors je reviens très vite.
Voilà une photo donc, de ce paléochenal. Ici, ce qui est un peu en vert, c'est le substrat, et donc la roche naturelle. Et donc tous ces différents comblements sont un premier état du paléochenal, un second ici, et deux derniers, et notamment celui-là qui devait fonctionner à l'époque romaine et qui a dû être asséché pour construire le moulin juste là. Revenons maintenant au niveau d'effondrement de la toiture qui a pu être observé sur l'ensemble du bâtiment. Ce niveau vient recouvrir le puits d'engrenage, le reste de la pièce à l'est du moulin, ainsi que le fond du coursier. Donc voici ce niveau d'effondrement de toiture. Vous voyez toutes les tuiles ici et là, donc dans cette pièce et au-dessus du puits d'engrenage qu'on ne distingue pas encore, et ici au fond du coursier, donc sur l'ensemble du bâtiment. On le retrouve aussi à l'extérieur dans le canal de fuite et le fossé d'évacuation. Voilà l'évacuation du moulin et ici le fossé comblé avec ces tuiles qu'on voit ici au-dessus de ce petit niveau d'abandon aussi. Et voilà là le canal de fuite entièrement rempli avec ces tuiles. Sous les niveaux d'effondrement de la toiture du bâtiment, une couche de destruction a pu être observée. La voici. Elle est visible dans le coursier avec un petit niveau noir présentant quelques clous et éléments en fer, mais c'est dans la pièce à l'est du coursier et principalement dans le puits d'engrenage que l'on retrouve ce niveau noir caractéristique d'un incendie. Ces couches de destruction nous apportent des éléments de datation sur l'abandon du puits entre la fin du IIIe et la première moitié du IVe. De nombreux fragments de céramique, des clous et quelques blocs ont été observés, mais une pièce particulièrement importante a été découverte dans ce puits d'engrenage. Elle est ici, en rouge. Il s'agit d'un renfort en arc de cercle provenant du rouet, donc un engrenage du moulin. Cet élément est fait de deux plaques forgées reliées entre elles par des clous repliés formant des sortes de rivets. Ces deux plaques se trouvaient de part et d'autre d'éléments en bois dont une partie nous est parvenue carbonisée. Ces éléments sont en cours d'analyse et devraient nous renseigner sur l'essence du bois utilisé pour ces engrenages. Donc voilà ce niveau de destruction et d'incendie très noir avec quelques blocs. Ici, quelques fragments de meule, les deux ici, quelques blocs, beaucoup de céramique et ce renfort de rouet ici que l'on va voir plus en détail maintenant. Donc, cependant, cet objet en fer vient juste de revenir de restauration et je peux déjà vous présenter quelques illustrations. Il mesure 45 cm de long et présente un diamètre d'environ 70 cm, nous renseignant sur les dimensions du rouet. L'espace entre les deux plaques mesure 6 cm et correspond à l'épaisseur de cette roue dentée. La découverte d'un renfort de rouet est assez rare et d'une importance considérable quant aux informations qu'elle nous apporte sur la machinerie des moulins hydrauliques, la taille des engrenages et le type de bois utilisé pour leur confection. Donc voici cet élément donc en contexte de fouille avec ici le bois carbonisé qui est toujours en étude et donc ces deux plaques curvées avec 4 rivets, donc 2 aux extrémités à chaque fois. Un autre élément intéressant nous apporte de précieuses informations sur ces mécanismes. Il s'agit des marques laissées par la roue sur les concrétions calcaires de la paroi est du coursier. Donc ici, nous sommes dans le coursier, voici la paroi est, et nous allons étudier ces marques-là que vous voyez en plus grand ici. Elles permettent de restituer le diamètre de la roue motrice de l'ordre de 2,70 m de diamètre. Grâce au bon état de conservation de ce moulin et notamment de son canal d'amener, il est possible d'établir qu'il s'agit d'une roue verticale à godet alimentée à l'épaule et non par-dessus, comme on le restitue le plus souvent lorsqu'on ne possède plus suffisamment d'éléments. Alors là, il y a un problème sur la diapositive. Normalement, on voit ici les marques comme vous les voyez là. Et donc, on avait restitué la roue comme ça, donc qui passe à peu près ici de 2,70 m. Et ici, on a le canal d'amener et on voit qu'il amène à peu près à mi-hauteur de la roue, voire légèrement au-dessus, mais en aucun cas par-dessus directement la roue. Cette roue était maintenue par un axe horizontal qui traversait le mur séparant le coursier de la salle d'engrenage et entraînait un rouet en bois. Ce rouet entraînait à son tour une lanterne, transformant alors la rotation horizontale en rotation verticale. Cette lanterne entraînait un axe en fer fixé sur la partie supérieure de la meule tournante nommée catylus.
Cet axe en fer tournait dans une crapaudine et il était doté d'un levier permettant de soulever la meule supérieure afin de pouvoir séparer les deux meules et lancer le mouvement. Au-dessus du puits d'engrenage se trouvait un plancher sur lequel était installé le système de mouture constitué d'une meule fixe dénommée méta et d'un catylus. Donc voici la roue à godet, donc en coupe, avec le plancher dont je viens de vous parler, les deux éléments de meule, l'axe qui tourne dans cette fameuse crapaudine, et donc la roue entraîne cet axe ici qui entraîne à son tour le rouet vertical, la lanterne, et qui fait tourner la partie supérieure de la meule. Ici, on a un levier qui permet de lever légèrement le catylus, la partie supérieure de la meule, afin de lancer la machine lors de la mouture. Voilà, donc ici, vous avez encore le coursier, le puits d'engrenage et le même système de rotation. Une des meules, la méta en basalte de ce moulin hydraulique, a été découverte à proximité immédiate du bâtiment et mesure 77 cm de diamètre. Et donc, afin d'arrêter la roue lorsque le moulin ne fonctionnait pas ou lorsqu'il y avait une urgence, une dérivation devait exister sur l'aqueduc, mais du fait de l'arasement des vestiges, elle n'a pu être observée. Voilà la meule dans son contexte de découverte, donc à l'extérieur du moulin. Voilà une restitution, donc à l'échelle 1/7, mais elle fait bien 77 cm de diamètre, ce qui est considérable. Et voilà, donc la méta, la partie inférieure de la meule, et la partie supérieure de la meule, le catylus. Au début des années 2000, un autre renfort de rouet d'un moulin hydraulique du IIe siècle a été découvert dans l'Hérault, sur le site de l'Oribel-Basse à Pézenas. Il s'agit d'un type de renfort un peu différent de celui que je viens de présenter, car il n'est constitué que d'une lame de fer cintrée qui vient se fixer sur la tranche de l'engrenage par deux rivets. Les chercheurs restituent un diamètre d'environ 1,60 m par rapport à nos 70 cm de tout à l'heure. Ce diamètre important impose aux chercheurs de réfléchir à un système d'engrenage particulier dans lequel le rouet et la lanterne se trouvent inversés. Ce système n'est pas impossible, mais il est toutefois probable que le rouet était plus petit que celui qui est restitué ici et qu'il pouvait tourner à l'intérieur du puits d'engrenage. En effet, le renfort en fer étant une lame cintrée de 25 cm, cet élément a pu se déformer, ce qui perturberait le calcul de son diamètre initial. Donc voici cette pièce découverte dans les années 2000 lors d'une fouille de Stéphane Monet. Donc on a une courbure ici sur cette lame de 25 cm. Alors il est possible que cette lame, donc au cours des années ou au moment de la destruction du moulin, ait été perturbée, car il permet de définir un rouet ici d'1,60 m. Et donc les chercheurs ont inversé la lanterne ici et le rouet, enfin ils ont inversé le système qu'on a sur notre précédent moulin, parce que cette roue-là d'1,60 m, le rouet, ne rentrait pas dans ce puits d'engrenage ici. Par ailleurs, dans ce moulin de l'Oribel, en l'absence d'éléments en place, une alimentation par le dessus a été envisagée, mais elle pourrait tout aussi bien être à l'épaule dans le cas d'une roue à godet. La multiplication des données issues des fouilles des moulins hydrauliques permettra d'affiner certains points en renouvelant un corpus de plus en plus important. Donc ici, sur cette coupe, vous voyez bien que les chercheurs restituent donc une alimentation par-dessus, alors que les vestiges sont vraiment très arasés ici. Et donc, peut-être que notre moulin permet aussi, avec d'autres découvertes, d'envisager une alimentation à l'épaule. Sur le moulin de la Grande Chaberte, nous avons prélevé une partie des concrétions calcaires déposées sur les parois du coursier pour tenter d'approcher une durée d'utilisation du moulin. Nous avons confié ce prélèvement à Stéphane Gaillot, géomorphologue au service archéologique de la ville de Lyon, qui se proposait d'appliquer une méthode adaptée de l'étude de Michel Dubar, que vous voyez ici, donc sur l'aqueduc romain de Fréjus, qui conduisait l'eau d'une source issue d'un milieu karstique. Et donc on a pu utiliser cette technique, car le Réganas aussi est issu d'une source de milieu karstique. En effet, l'étude des lamines de cet aqueduc avait permis d'avancer une utilisation de 102 ans, correspondant à la succession de 102 doublés de lamines claires et foncées. Donc ce que vous voyez ici, voilà, chaque doublé correspondant à un an. Donc cette étude avait proposé 102 années
d'utilisation. Alors, l'étude des concrétions du Coursier par Stéphane Gaillot permet de proposer une durée d'utilisation du moulin d'un minimum de 53 ans, sous réserve qu'il n'y ait pas eu de curage, bien sûr. Ce dernier fait semble très plausible si l'on confronte ces résultats avec les datations céramiques. Donc, si on confronte les 53 ans proposés par cette étude avec le siècle ou le siècle et demi envisagé par la datation céramique. Enfin, il faut aussi prendre en compte que le moulin ne fonctionne pas tout le temps et il est possible d'envisager une utilisation à la demande, suivant le nombre de personnes travaillant sur l'exploitation. En effet, une dérivation devait exister à la sortie de l'aqueduc avant le Coursier et le brassage de l'eau par la roue n'aurait pas été permanent, ne déposant pas les concrétions de calcite de manière continue. Donc voici l'élément prélevé sur notre moulin. Ici, une autre coupe, ça vous donne à peu près l'échelle. Et donc, l'étude de toutes ces lamines que vous voyez plus en détail ici, tout est réalisé au microscope, nous donne une utilisation d'environ 53 ans avec des réserves sur le fait que les doublés soient bien annuels et qu'il n'y ait pas eu de curage du moulin. Donc voici une des premières restitutions du moulin hydraulique de la Grande Chaberte. Donc avec ici le Coursier et la salle d'engrenage et le bloc dont je vous parlais tout à l'heure qui permet de supporter le plancher ici. Donc l'eau qui est alimentée à peu près par ici à l'épaule entraîne cet axe qui entraîne à son tour le rouet ici, qui entraîne la lanterne ici et donc le gros fer qui permet de faire tourner la partie supérieure du catillus et permettre à la farine de descendre ici afin qu'elle soit récupérée. Pour conclure, la fouille de la Grande Chaberte est un exemple d'exploitation agricole du terroir qui s'étend du 1er au 6e siècle avec une production prospère jusqu'au début du 5e siècle. La fouille offre aussi l'opportunité d'observer la périphérie d'une exploitation agricole possédant des aménagements importants pour la compréhension de l'histoire économique des villas provençales. En effet, il semble que de nombreuses villas de la région possèdent des installations de production destinées au vin et à l'huile et présentent un moulin hydraulique du même type que celui de la Grande Chaberte. Il pourrait donc se confirmer que dans cette partie de la Narbonnaise, au cours du Haut-Empire, l'équipement des exploitations impliquait à la fois des installations de production de vin et d'huile, mais aussi d'un moulin à eau pour moudre le grain destiné à l'abondante main-d'œuvre nécessitée par ces cultures rentables mais exigeantes. Comme c'est le cas sur d'autres sites, ce moulin cesse d'être utilisé vers la fin du IIIe siècle, voire le début du IVe siècle. Les niveaux de destruction révèlent que des éléments du moulin ont été récupérés, comme le gros fer, et d'autres déplacés, comme les meules. Alors en effet, ce gros fer ici et la lanterne n'ont pas été découverts sur le site, et une partie des meules a été retrouvée en dehors du moulin, mais peuvent appartenir à un état antérieur lorsque les meules sont changées. De plus, rien n'interdit l'utilisation du bâtiment couvert pour une toute autre vocation avant sa destruction. La durée de vie de ces moulins est donc difficile à cerner et l'étude des lamines de calcite, comme nous venons de le voir précédemment, peut apporter des informations importantes, même si elle possède aussi des limites, notamment lorsqu'on pense à des possibles curages des coursiers qui ne sont pas toujours facilement décelables. L'état de conservation des vestiges du moulin hydraulique, couplé à la documentation grandissante sur ce type de structure, apporte notamment de précieuses informations sur la question de l'alimentation des roues. De plus, le renfort de roues découvert vient enrichir notre connaissance sur la dimension des engrenages permettant la transmission d'une rotation horizontale à verticale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, merci Bastien de cette présentation d'une fouille qui est toute récente et qui évidemment suscite de nombreuses questions. Je vais en présenter quelques-unes. La première chose que je voudrais dire, c'est que on a vu principalement les bâtiments de la partie agricole. Personnellement, je ne crois pas que les vestiges qui étaient situés au sud de l'autoroute, si on peut voir un plan en général,
ce sera plus facile. Je ne crois pas que ça puisse appartenir à une autre villa. Je crois qu'on a affaire à une très très grande villa avec évidemment une partie d'habitation, une pars urbana située au sud, donc aujourd'hui détruite, et la partie d'exploitation que vous avez tous fouillée l'année dernière. Donc, je crois que les exemples que nous avons, aussi bien en France qu'en Italie, lèvent tout doute, même si l'état de destruction du site ne permet pas une certitude absolue, mais je crois que vraiment la question ne se pose pas vraiment. Par contre, la question qui se pose, c'est que qu'est-ce qui se passe avant qu'on construise le moulin hydraulique, donc dans toute la phase du 1er siècle, et donc avant l'arrivée de l'aqueduc. Je me suis demandé comment, à cette époque-là, où il y avait déjà une manœuvre importante, puisqu'on a ces installations viticoles déjà développées, comment les céréales étaient-elles moulues, et est-ce que vous avez retrouvé des niveaux de cette époque dans lesquels il y aurait des meules à main, par exemple, ou des meules à sang, c'est-à-dire un moulin actionné par des animaux qui permettrait en quelque sorte de combler le vide au début de la période. Alors je vais remettre le premier état, ce sera aussi plus facile à décrire. Alors c'est vrai que les niveaux du premier état sont très abîmés par les différents états antérieurs, et c'est surtout, si ça marche, voilà, dans cette fosse dépotoir, on en a eu pratiquement une seule ici, où on a du matériel vraiment daté du 1er siècle. On n'a trouvé aucune meule dans cette fosse ni dans les autres éléments de cet état. Cependant, il faudrait peut-être aller chercher dans la partie peut-être résidentielle qu'on n'a pas, ou peut-être un peu plus vers l'est ici, ou dans le reste de ces bâtiments, ou dans l'autre partie de la villa. Mais là, pour la partie productrice fouillée ici, on n'a aucune trace de meule à main et ni de meule à sang actionnée par la force animale. Oui, donc ça viendrait simplement du fait que la fouille est très partielle malgré sa grande extension et que de toute façon vous n'avez pas dégagé les bâtiments ni résidentiels du maître, mais surtout là où habitait la main-d'œuvre. Et si on a affaire à des moulins individuels, ils sont plutôt dans cette partie-là. Oui, alors en plus, il faut savoir que tout ce qu'on a ici, ce sont seulement les fondations. Dans l'état 2, les pièces que je vous ai présentées ici avec les sols en béton qui sont très très abîmés par les labours, on voit même les traces dedans. On n'a aucun niveau de sol à part cela du 2e état, et dans le 1er état, on n'a vraiment aucun niveau de sol conservé, donc on est vraiment aussi dans les fondations, et c'est que dans les fosses dépotoirs où on rejette tous les déchets qu'on aurait pu trouver ces meules, mais elles se situent peut-être, enfin très probablement dans un autre endroit de la villa, peut-être la partie plus résidentielle des ouvriers. Donc une question sans réponse, tant pis. Par contre, donc, venons-en au moulin lui-même. Si on fait l'hypothèse que le moulin n'a fonctionné qu'une cinquantaine d'années et qu'il est construit vers, disons, 90, 110 après Jésus-Christ, ça supposerait qu'il soit abandonné vers 150. Et donc, comme l'incendie est datable plutôt de la fin du IIIe siècle ou du début du IVe siècle, ça voudrait dire soit que le moulin est resté à l'abandon durant plus d'un siècle, ce qui est peu vraisemblable, soit que le coursier a été nettoyé périodiquement des dépôts calcaires, notamment au début de la période, ce qui me paraît quand même une solution probable, soit, dernière hypothèse, que la date de construction est nettement postérieure à la date proposée, puisque en fait la date de construction est liée à la découverte de céramique sigillée dans la tranchée de fondation et dans l'association avec l'état 2 de la villa, qui est plutôt de la fin du 1er ou du début du 2e siècle. Mais ce n'est qu'un terminus. Donc, est-ce qu'on peut argumenter chacune des propositions pour éliminer celles qui sont les plus invraisemblables et éventuellement arriver à une opinion à peu près structurée sur l'utilisation, la longueur, la durée d'utilisation du moulin lui-même? Alors c'est sûr qu'on a retrouvé relativement peu de matériel dans les niveaux de fondation qu'on a pu fouiller, mais ils sont quand même relativement pertinents. Alors il faut le mettre aussi effectivement en relation avec l'installation du grand bassin de l'état 2 de la villa qu'on a ici, qui nécessite effectivement la construction d'un aqueduc et probablement en même temps le moulin hydraulique, comme on l'a vu sur les exemples que vous avez proposés juste avant, notamment sur la villa de Vareille et autres.
Donc on pourrait y voir une construction contemporaine entre cet état de la fin du premier, ou de l'extrême fin du 1er siècle et du début du 2e siècle, qui pourrait correspondre donc à la construction de l'aqueduc pour le bassin et notamment une dérivation pour le moulin hydraulique. Et donc il est plus que très probable qu'il y ait de nombreux curages dans ce moulin qu'il est difficile d'observer sur les lamines qu'on a étudiées, sur les prélèvements qu'on a étudiés, mais qui ont probablement existé, parce que 53 ans, effectivement, proposés par Stéphane Gaillot, ça correspond de loin aux datations céramiques de plus d'1 siècle que nous avons apportées par la fouille. Il faudrait vraiment peut-être découper le coursier en deux pour étudier vraiment toutes ces concrétions et peut-être apporter la confirmation qu'il y a eu des curages récurrents, mais bon, on le retrouve sur de nombreux moulins normalement. Oui, j'avais ça effectivement dans le moulin de Sépinum, où on voit très bien que les lamines sont coupées à un endroit, et donc on a curé le canal à un certain moment. Mais si le curage est complet, évidemment, ça ne laisse aucune trace. Moi, ce qui me frappe, c'est que, évidemment, l'accroissement de la croûte de calcaire empêche progressivement la roue de tourner de façon idéale, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit les traces sur le calcaire, et ça prouve bien qu'il y a un défaut d'entretien à un certain moment, et que là, on est vraiment vers la fin de la période, et on ne peut pas imaginer que, à mon avis, dans la grande période d'occupation, il n'y ait pas eu cet entretien régulier qui soit fait, quoi. Donc je crois qu'il faut quand même avoir l'idée que ces 53 ans sont probablement la dernière phase, c'est-à-dire la phase où on commence à moins entretenir le moulin lui-même. Mais on ne peut pas non plus exclure que le bâtiment a été abandonné et qu'il est brûlé quelques années ou quelques dizaines d'années après son abandon. C'est aussi une possibilité. Oui. Alors, on va faire aussi une deuxième étude de lame, peut-être sur un prélèvement qui est pas très loin du premier, mais qu'on a pu prélever avec un morceau de construction du moulin. Et là, on aura vraiment toutes les lamines. Et peut-être que l'étude plus fine permettra de voir s'il y a eu un léger curage. Mais c'est vrai qu'en 53 ans, il y a quand même une dizaine de centimètres de concrétion. Et ça paraît peu probable, vu l'investissement aussi de ce genre de bâtiment, qu'il l'ait utilisé qu'une cinquantaine d'années, surtout à cette période du 2e, 3e siècle, où on a vraiment un essor considérable de l'exploitation. La construction d'un moulin hydraulique de ce type dans une villa, je crois, ne s'explique que si le propriétaire doit nourrir une main-d'œuvre abondante. Une main-d'œuvre abondante qui réside sur place, car évidemment la farine ne se conserve pas longtemps et ne devait pas faire l'objet d'un commerce. Et cela implique qu'au IIe siècle, époque de développement maximum de la villa, on a donc à y faire une agriculture de plantation axée sur l'arboriculture, très rentable, demandant beaucoup d'hommes et qui sont probablement des esclaves. Est-ce que, quelque part, malgré le fait que la fouille est partielle, vous avez pu repérer des zones où la main-d'œuvre était logée? Est-ce que, parmi les pièces que vous avez dégagées, il y en a qui seraient des pièces d'habitation potentielles qui montreraient vers où s'étendaient les logements de la main-d'œuvre? Parce que ça, c'est vraiment une lacune malheureuse de cette fouille qui a porté sur les instruments de production, mais il nous manque un instrument essentiel qui est l'homme. Est-ce que là, vous avez quelques données pour restituer l'emplacement de ces habitations? Oui, alors, étant donné qu'on a juste ces niveaux, donc là, on va parler du 2e état, on n'a que ces niveaux-là où on a des sols conservés. On a même la margelle du bassin, comme je vous le disais tout à l'heure, le sol qui est conservé, à peu près 80 cm. Tout le reste, on a perdu les niveaux de sol par les labours donc successifs qui ont arraché tous les niveaux de sol. Donc il est difficile d'identifier des zones d'habitat. Alors on pourrait peut-être les voir ici, mais peut-être que dans ces bâtiments-là aussi, on avait besoin d'installer des activités agricoles, ce qui permettrait d'avoir au moins tout cet espace-là, donc en zone de production, et peut-être cet espace-là pour de la résidence, ou alors vraiment en dehors. Et ici, il y a l'autoroute qui passe juste là. À mon avis, on a perdu une grande partie des informations. Après, rien n'empêche qu'il y ait eu des étages sur certaines
sur certaines parties des bâtiments. Alors c'est peu probable au-dessus du chai parce qu'avec les émanations, les recherches actuelles pensent qu'il était difficile de loger des gens au-dessus des chais, mais peut-être qu'au-dessus de ces bâtiments-là. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait des cages d'escalier. Est-ce que vous avez retrouvé des traces de ce type? Voilà, alors des cages d'escalier, étant encore une fois dans les fondations, on n'a même pas les bases d'escalier qui pourraient être en bois. Après, si ces éléments-là, qui sont relativement étroits, peuvent permettre, ou peuvent poser l'hypothèse d'escalier, ça reste à démontrer, mais dans n'importe quelle pièce, si un escalier en bois était installé, il n'en reste plus aucune trace, étant donné qu'on est le plus souvent entre 50 et 60 cm en dessous du niveau de sol de l'époque. Bien. Et alors, une fois que le moulin est abandonné, qu'est-ce qui se passe après? Puisque vous avez montré que la villa continue d'être occupée au IVe siècle et qu'elle n'est pas du tout à l'abandon, qu'on continue à produire du vin probablement en grande quantité, donc avec encore une main-d'œuvre certainement importante. Et donc on doit être encore dans le cadre d'une agriculture de plantation, produisant des surplus pour la vente. Or, il n'y a plus de moulin à eau. Alors, plusieurs solutions. Est-ce que le moulin a été déplacé? Ou bien est-ce qu'il n'y a plus le même type de main-d'œuvre habitant sur place? Est-ce qu'on a aussi changé non seulement le mode de vinification, mais le mode de production, utilisant moins d'esclaves peut-être, et plus d'ouvriers agricoles qui ne seraient pas logés sur place et qu'il ne faudrait pas nourrir? Est-ce que c'est une question sur laquelle vous avez réfléchi? Et de toute façon, même si une partie de la main-d'œuvre agricole n'est plus logée sur place, il en reste fatalement une partie, ne serait-ce que des gardiens, des régisseurs, etc. Et cela, comment est-ce qu'ils font leur farine? Est-ce que pour la période tardive, où apparemment vous avez un secteur qui pourrait être un peu d'habitat, vous avez des niveaux d'habitation ou des dépotoirs qui auraient livré des meules d'un type différent, par exemple? Alors, sur l'ensemble du site, on a dû trouver, pour répondre directement à la dernière question, on a dû trouver 5 ou 6 meules à main, et il y en a une, normalement, qui est en contexte voilà, ici, qui a été découverte donc, dans cette petite fosse ici. Mais c'est un fragment voilà, d'une meule à main. Alors, qui peut être résiduel. Qui peut être résiduel, exactement. Et donc on a très peu d'éléments concernant ces éléments de meule et de fabrication de la farine pour ces époques-là, ce qui pose quand même un peu de problème si on n'a plus le moulin hydraulique. Concernant le déplacement probable du moulin hydraulique, vu l'investissement et la construction très profonde du moulin, comme on a pu le voir, il devait être plus facile, même si le moulin avait quelques problèmes, notamment s'il fallait le curer ou changer quelques pièces du mécanisme. C'est peut-être probablement plus facile de réparer un moulin préexistant, déjà installé et profondément ancré, notamment avec un aqueduc d'amener déjà construit, plutôt que d'en construire un autre à un autre endroit, ce qui me semble un investissement encore plus lourd. Oui, effectivement, quand on voit bien la différence, par exemple, entre la villa de Vareille dans l'Hérault et l'ensemble de moulins de la villa du Roussalet à Avenches, où à Avenches, on a affaire à des installations en bois qui sont reconstruites, pas forcément au même endroit, parfois c'est au même endroit, enfin à Anchaply, on reconstruit au même endroit d'abord, puis ensuite on se déplace d'une centaine de mètres, tandis qu'à Vareille, on reconstruit toujours le moulin au même endroit, parce que ce n'est pas une construction en bois, mais une construction en pierre, et donc l'investissement de base n'est évidemment pas le même, et il est plus facile de réorganiser un bâtiment qui existe déjà. En l'occurrence, celui-ci avait brûlé, donc il n'est pas reconstruit. On a récupéré tous les éléments apparemment. Comment on explique que ce renfort de rouet, qui est une pièce rare, mais qui évidemment est en fer, qui aurait dû être récupéré parce que le fer est quand même assez rare, comment on explique qu'il ait été retrouvé et que les autres aient disparu? Oui, il ne devait pas être le seul renfort sur le rouet. Il devait y en exister plusieurs, histoire
renforcer cette pièce qui subissait quand même des forces assez importantes. Alors on retrouve pas non plus le gros fer, l'axe qui permettait aux meules de tourner, donc qui a probablement, comme toujours, été récupéré, car c'est une pièce vraiment très lourde et très importante et en fer. Mais ce qui interpelle aussi, c'est que les meules n'ont pas été laissées en place, on ne les retrouve pas non plus, donc tout a été prélevé, sauf ce renfort de rouet, ce qui pose quand même des problèmes, parce que l'ensemble a été scellé par le niveau de tuile que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, est-ce qu'ils ont enlevé une partie du niveau de tuile pour récupérer tout ce qui les intéressait en fer, vu effectivement le prix de ce matériau à l'époque, et qu'ils auraient oublié ou que celui-ci leur aurait échappé? C'est difficile à dire. Mais alors, une hypothèse serait aussi qu'il ait pu avoir une vocation différente à la fin de sa vie, entre guillemets. C'est le moulin. Oui, le moulin, mais effectivement, pourquoi laisser un fragment de fer quand même assez important? On a vraiment l'impression qu'ils l'ont oublié, là, que c'est. Voilà, mais ils ont dû chercher dans les ruines tout ce qui pouvait être récupéré, et que ça, c'était trop profond, ils l'ont pas vu. Donc c'est possible, ouais. Qu'ils aient récupéré tous les éléments en fer de l'engrenage, que ce soit le gros fer, la lanterne peut-être. Oui, parce qu'il faut rappeler que parmi... maintenant on sait qu'il y avait... je prétends en tout cas qu'il y avait des moulins dans presque toutes les villas. Or, à l'heure actuelle, je crois qu'on connaît quelque chose comme seulement 3 gros fers dans l'ensemble du monde romain, tout simplement parce que c'est une pièce en fer qui contient beaucoup de métal et qu'on récupérait systématiquement. Il y en a une à Chichester et il y en a 2 à Zummantel. Et donc, il ne faut pas s'étonner de cette disparition. Donc voilà, pour conclure, on pourrait dire, nous arrivons à la fin de notre séance, que cette fouille confirme en quelque sorte nos intuitions préalables sur la diffusion des moulins hydrauliques. Elle montre aussi que, à nouveau, il faut les chercher en dehors des bâtiments principaux. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles ces structures nous échappent en général, puisque là, on est quand même assez à la périphérie, que finalement, ça sera à l'avenir presque toujours les fouilles préventives qui permettront de les aborder, comme nous avons vu le cas pour la ville de Clermont-Ferrand, où on est aussi à la périphérie de la ville, dans une zone où il y avait un vallon et où coulait de l'eau, qu'il faudra être attentif aux moindres vestiges, car ces installations peuvent être très détruites. Notamment, on a pu récupérer toutes les parties en bois et les parties en fer. Et donc, l'un des fossiles directeurs les plus évidents, ça sera les meules, parce que les meules ne peuvent pas être récupérées en général. Souvent, elles sont usées et cassées, donc on les remploie, mais on les retrouve. L'autre fossile directeur dans les milieux calcaires, ce sera les concrétions, qui nous informent sur la durée d'utilisation des moulins, mais peut-être pas sur la durée complète de cette utilisation, on vient de le voir. Et donc, il suffira parfois d'un de ces éléments pour assurer qu'il y avait un moulin qui a été presque totalement détruit. Donc, je crois qu'il faut que nos collègues soient très attentifs à cela, même lorsqu'on a affaire à des sites très abîmés. Et il faut aussi que nos collègues du Sud, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Espagne, de l'Afrique du Nord, les regardent de plus près, car il est tout à fait frappant, et de plus en plus frappant, que la carte se peuple pour la Gaule et reste toujours aussi vide pour l'Espagne ou l'Italie. Et donc, il y a un très gros effort à faire de ce côté-là si on veut définitivement régler cette vieille question qui agite l'historiographie de la diffusion ou non de l'énergie hydraulique dans l'Empire romain. Donc, nous allons nous arrêter là et je vous donne rendez-vous pour la fin des recherches sur le désert oriental d'Égypte à l'automne prochain, où nous pourrons présenter à la fois nos vieilles fouilles, que ce soit le Mons Laudianus, le Mons Porphyrites, Domitianée, et la nouvelle, puisque dès le mois de janvier, nous allons faire une nouvelle campagne
dans le désert oriental d'Égypte sur la mine d'or de Samout, qui est exploitée comme on le pense à l'heure actuelle avec de bons éléments entre le nouvel empire égyptien et l'époque omeyyade, avec des phases d'exploitation suivies, ou entrecoupées plutôt, de phases d'abandon. Mais nous en saurons beaucoup plus dans un mois ou deux sur cette question. Je vous remercie.